Bonjour à tous et bienvenue à tous pour partager avec nous ce premier hangout de la rentrée 2013-2014. Alors pour redémarrer la série de ces rencontres qu'on appelle des CNES Talks, nous allons ce soir cartographier la Voie lactée comme jamais auparavant. Et pour ça, nous avons la chance d'accueillir Olivier Lamarle, qui est donc astrophysicien au CNES. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Nous allons donc parler d'une très ambitieuse mission européenne appelée Gaïa et dont vous pourrez suivre le lancement sur notre site donc en novembre prochain. Alors pourquoi les astrophysiciens ont-ils besoin de comptabiliser et de cartographier la voûte céleste avec autant de précision? Qui sont les utilisateurs de Gaïa et que vont-ils faire de ces données? Et y a-t-il d'autres objectifs scientifiques cachés pour Gaïa qui pourraient aussi nous intéresser et intéresser les scientifiques? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons probablement te poser, Olivier, dans quelques instants. Mais avant de te donner la parole, je vais demander à chacun des blogueurs qui sont parmi nous ce soir de bien vouloir se présenter. Alors, on va commencer dans l'ordre où ils apparaissent à l'écran. Bonsoir Florence. Bonsoir. Alors, je m'appelle Florence, je suis blogueuse, podcasteuse et chroniqueuse à La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Voilà. Merci Florence. Ensuite, nous avons Isabelle. Bonjour Isabelle, donc tweeteuse, blogueuse et aussi participant actuellement à la campagne de tir Gaïa. Donc je suis à Kourou actuellement pour préparer le satellite pour son départ fin novembre. Voilà. Merci. Je reviendrai sur Loïc dans un tout petit instant. Je vais passer la parole à Mathieu. Oui, bonsoir. Alors moi je suis animateur scientifique pour Planète Science, puis juste pour Ciel et Espace, et tweetos aussi à PetaSky. Merci beaucoup. Et un autre Mathieu, on en a deux ce soir. Voilà, bonsoir, Mathieu Lelin. Je m'apprête actuellement à terminer un cursus d'ingénieur en informatique et je suis également donc rédacteur du blog cosmosium.fr dédié à l'astronomie et tout ce qui touche à l'espace de près ou de loin. Merci beaucoup. Et ce soir, nous avons aussi Loïc qui assurera le live tweet donc sur Twitter pour l'ensemble de nos internautes, qui est aussi notre partenaire pour le CNRS, qui va relayer vos questions sur Twitter. Bonsoir Loïc. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous. N'hésitez pas avec le hashtag CNEStalks au pluriel et Gaïa aussi pour toutes vos questions. C'est ça. Donc CNEStalks, le hashtag, on vous le rappelle. Et puis, Olivier, on va te laisser la parole et peut-être pour démarrer cette rencontre, te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, comment tu es arrivé au CNES et puis finalement, comment tu es arrivé à travailler sur cette mission. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Olivier Lamarle. Je travaille à la direction des programmes du CNES. Donc c'est la direction qui est en charge de sélectionner les futurs projets et de les faire démarrer en fait, de les accompagner. Et je m'occupe en particulier donc des programmes d'astronomie. Auparavant j'étais ingénieur, j'ai commencé comme ingénieur dans l'industrie, puis au CNES à Toulouse, donc dans le spatial, dans l'aéronautique. Et puis donc là j'ai pris un petit peu un tournant puisque maintenant les programmes au siège, c'est une activité un petit peu plus éloignée de l'activité d'ingénieur. Mais je travaille d'un côté avec des ingénieurs du CNRS ou du CNES, et de l'autre côté avec des scientifiques du CNRS et du CEA notamment, qui eux arrivent avec leurs besoins, leurs idées de projet, et que je suis chargé d'aider à faire mûrir leurs projets avec l'aide des ingénieurs. Merci beaucoup. Olivier, on va juste te demander de te reculer légèrement pour qu'on voit tout ton visage. C'est tellement plus agréable. Voilà, super. Merci beaucoup. Oh, d'ailleurs. Alors, donc, vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez l'intégrer à votre site, à votre blog, à vos réseaux sociaux en utilisant simplement les boutons de partage et le code embed qui est disponible sur la vidéo. Et puis, on va tout de suite laisser la parole à nos blogueurs. Une question peut-être un petit peu générale de Mathieu sur la mission. Mathieu. Je pense que c'est moi. Oui, c'est ce Mathieu.
Alors, commencer par le commencement, à savoir dans le projet Horizon, quand est-ce qu'on a commencé à parler de Gaïa? Est-ce qu'il y a eu un projet similaire auparavant et qu'on a fini par cheminer vers cette solution-là? Comment ça s'est passé un petit peu historiquement? Oui, alors, il y a eu un projet auparavant qui s'appelait Hipparcos, qui était également un projet de l'Agence spatiale européenne avec une grosse participation française. Et Hipparcos, c'était un projet qui était né d'une idée dans les années 60 et qui a volé de 89 à 93. Alors ça vous donne un peu l'échelle de temps qu'il faut pour faire mûrir ce projet. Et pendant qu'Hipparcos volait, donc au début des années 90, les scientifiques de cette communauté dite de l'astrométrie, la mesure de la position des étoiles, réfléchissaient déjà à l'étape d'après. Donc vous voyez, début des années 90-95, les premiers concepts sont apparus, les premières propositions ont été faites aux agences. Et puis il a fallu attendre les années 2000 pour que l'Agence spatiale européenne sélectionne définitivement le projet, et 2013 pour le lancement. Alors, il y a plein de questions qui arrivent, mais moi j'ai envie d'en poser peut-être vraiment pour introduire et poser le sujet globalement pour les internautes. Finalement, Gaïa, si tu devais la résumer en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce qu'elle doit faire cette mission? Je réfléchis parce que c'est compliqué, en 2-3 phrases. En 2-3 phrases, ça paraît dur. Pourquoi c'est compliqué? Parce que Gaïa, c'est une mission de relevé. Il y a des missions qui sont des observatoires, comme Hubble, on pointe sur des objets qu'on connaît déjà un petit peu. Et Gaïa, c'est une mission de relevé. Donc, on fait un relevé de tout le ciel. On va récupérer énormément d'infos sur des étoiles, des galaxies lointaines, des astéroïdes, des planètes du système solaire, etc. Donc, ça va servir à énormément de gens. Les gens qui font de la physique fondamentale vont étudier la déflexion des rayons lumineux au voisinage des corps massifs, etc. Donc, on le voit avec le retour d'Hipparcos, ça a servi à des choses qu'on n'aurait pas imaginées auparavant. Mais au départ, l'idée de départ, c'est quand même la cartographie de la galaxie en 3D. Et pourquoi la cartographie de la galaxie en 3D? Non seulement les positions, mais aussi les vitesses. Parce que ça nous permet de savoir d'où viennent les étoiles et où elles vont. Vous savez que la galaxie, on la voit par la tranche. Donc, on voit une grosse patate étalée où tout est empilé. Et en fait, la galaxie a une structure en 3D avec des bras spiraux, etc., assez complexe, et on ne le voit pas. Donc, pour reconstituer cette structure en 3D, il faut les distances. Et le but primitif de ces missions Hipparcos et Gaïa, c'est la mesure des distances. Alors, comme on le verra plus tard, peut-être si on en parle, pour mesurer la distance, on commence par mesurer les positions depuis différents points autour du Soleil, et on remonte à la distance. Mais c'était vraiment la distance des étoiles qui nous manquait pour les repositionner, si vous voulez, en 3 dimensions. Et leur vitesse également. Alors, je crois que dans ton explication, il y a un mot-clé qui a fait tilt à Florence. Oui, vous avez parlé de déflexion. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, la déflexion, c'est la déviation, en fait. Tout comme un objet est dévié au passage à côté d'un corps massif, une sonde, par exemple, qu'on envoie dans l'espace et qui va passer à proximité, par exemple, de Jupiter, va être déviée parce qu'elle est attirée par la gravité. Eh bien, la lumière, c'est la même chose. C'était prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, et ça a été confirmé. La lumière est également déviée quand elle passe à proximité d'un objet massif. Et par exemple, une étoile qui serait derrière le Soleil voit sa lumière légèrement déviée, parce que pour nous parvenir, les rayons qui nous parviennent de cette étoile sont passés au voisinage du Soleil, et donc ils ont été déviés. Qui fait que c'est un peu comme quand on regarde un bâton plongé dans l'eau, on a l'impression qu'il est cassé, parce que les rayons qui arrivent de la partie immergée ont été déviés avant d'arriver dans notre œil. Donc il nous semble arriver d'une direction qui n'est pas la vraie. Et cet effet est très faible auprès d'objets massifs comme le Soleil, etc. Mais on peut le détecter avec des mesures très précises comme va le faire Gaïa. D'accord. Et juste, j'ai lu sur Wikipédia que du coup Gaïa pouvait tester encore la relativité générale grâce à la déflexion. Mais en quoi exactement? Donc la relativité générale, elle permet de prédire l'angle de déflexion.
Donc par exemple, l'un des premiers tests qui a été fait pour vérifier la relativité générale, c'était en profitant d'une éclipse de soleil. Donc pendant une éclipse, le soleil était masqué, donc on avait une belle tache noire. Et au cours de l'éclipse, comme il y a un mouvement, le mouvement naturel de la Terre se déplace, donc les étoiles qui étaient cachées par le soleil, à un moment donné, réapparaissent sur le bord du soleil. Bon, pour ça, il faut que l'éclipse soit totale, que la Lune masque complètement le soleil. Et donc, il y a un moment, on va voir les étoiles d'arrière-plan réapparaître dans notre champ de vue. Et s'il n'y avait pas de déflexion, de déviation lumineuse, ben, ce serait purement géométrique, c'est-à-dire que la Terre se déplace. Hein, c'est comme quand on se déplace. Imaginez que vous avez un arbre devant vous qui vous cache une personne. Si vous vous déplacez légèrement sur le côté, vous allez voir cette personne réapparaître. Et connaissant là où vous avez laissé la personne avant et la taille de l'arbre, vous savez exactement à quel moment vous allez la voir réapparaître. Et bien, la relativité générale dit qu'en fait, vous allez avoir une surprise. Vous allez la voir réapparaître, alors plus tôt ou plus tard, je ne sais plus, par rapport à ce que vous attendiez. Donc c'est un des premiers tests qui a été fait lors d'une éclipse, je pense que c'est dans les années 70, pour vérifier cette théorie d'Einstein, avec des mesures de... Alors par contre, après, pour quantifier, pour mesurer la quantité de la déviation, il faut une très grande précision. Donc après, on a les constantes du modèle de la théorie d'Einstein qu'on aimerait bien connaître avec plus de précision. Et Gaia va permettre des mesures avec beaucoup plus de décimales, si vous voulez, dans la... Isabelle, je parle du soleil et des éclipses, mais on peut faire ça avec des étoiles qui sont devant et qui en cachent d'autres derrière. C'est bon. Gaia, ça va être ça. Hein. On ne va pas attendre une éclipse de soleil, parce que sinon, on les attend longtemps. Merci. Isabelle? Donc si j'ai bien compris, on utilise la déflexion pour voir les corps étrangers passer dans des étoiles. Donc typiquement, c'est peut-être l'objectif aussi, c'est d'identifier des exoplanètes. Au niveau des astéroïdes, c'est le même principe, parce que ça me paraît, la vitesse d'un astéroïde est beaucoup plus élevée qu'une planète. Et est-ce qu'on est capable de faire la différence? C'est pas le même principe. J'ai pas bien entendu le début. Le son n'est pas fort ici. Pardon. Par rapport, pour la détection, j'ai compris que Gaia allait aussi faire la détection d'exoplanètes, et tu as parlé aussi d'astéroïdes. Pour moi, j'ai compris que pour la détection des exoplanètes, donc on utilise la déflexion, et les astéroïdes, c'est le même principe ou pas? Non, pas du tout. Les exoplanètes et les astéroïdes, avec Gaia, ça va être beaucoup plus classique, je dirais, enfin en astrophysique, ça n'utilise pas ce principe. Les exoplanètes, alors les astéroïdes, on va les détecter directement, c'est-à-dire ça va être des objets brillants qui vont passer dans le champ de vue de Gaia, on va les voir. On va mesurer leur position à plusieurs moments, donc on va voir leur trajectoire. Donc là, c'est une observation directe. Les exoplanètes, on va les détecter de manière indirecte, hein, vous savez ou vous ne savez pas, mais que les exoplanètes, jusqu'à présent, dans l'immense majorité, on ne les voit pas. On les détecte par l'effet qu'elles produisent sur leur étoile. Et en particulier, elles entraînent un déplacement faible, mais cyclique, périodique de leur étoile. Hein, tout comme la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, fait bouger le Soleil très légèrement. Cet effet est très faible, mais avec la précision de Gaia, on peut arriver à le mesurer. Donc, comme on va en mesurer la position des étoiles entre 60 et 100 fois sur quelques années, pendant la durée de la mission, on va comparer ces mesures de position, et si on voit qu'elles varient de façon périodique, on en déduira qu'il y a une planète, et on pourra même déduire la masse de la planète, puisqu'évidemment, plus la planète est massive, et plus cet effet est fort. Mais ce n'est pas la mission principale de Gaia, ça sera un plus, j'ai bien compris. Ce n'est pas la mission principale de Gaia, mais on est certain qu'on va en détecter des milliers. Mathieu avait une question sur la cartographie. Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de cartographie en 3 dimensions d'une partie de notre galaxie. Est-ce qu'on aura au final réellement une carte en 3 dimensions manipulable par les chercheurs, ou est-ce qu'on parle de 3 dimensions simplement pour caractériser l'étude de la distance des objets? Alors on aura une carte on aura les fichiers qui permettent de construire une carte en 3 dimensions. Les chercheurs
ils utilisent des programmes qui ne passent pas forcément par de la visualisation, donc ils vont traiter ces données pour calculer l'origine de certains groupes d'étoiles, leur destination, etc. En revanche, j'espère bien que nos services com sauront nous produire une petite vidéo en 3D à partir de ces fichiers. Je pense que ça ne posera pas de problème, surtout en 2020 et quelques. Le message est reçu. On a Loïc qu'on voit à contre-jour, mais qui est bien là, et qui a des questions qui viennent de Twitter. Oui, une première question donc pour Olivier sur Twitter de Guillaume Brunat qui nous demande le domaine d'études de travail de Gaïa, si c'est dans le visible, en infrarouge, en radio, voilà. C'est dans le visible, dans la gamme visible. D'accord, visible, même pas un peu de proche infrarouge pour. Non, en gros c'est de mémoire, ça doit être de 400 à 900 nanomètres, donc vraiment à la limite de l'infrarouge, mais. D'accord. Merci. Mathieu? Oui, moi j'ai une question sur le positionnement de Gaïa. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée d'aller au L2 comme Planck avant? Alors ce point L2. Alors on peut peut-être rappeler aussi ce que c'est que le point L2, parce que tous les internautes ne savent peut-être pas, et ensuite on expliquera peut-être pourquoi. Donc le point L2, c'est un point qui est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la direction opposée au Soleil. Donc si on décolle de la Terre en tournant le dos au Soleil et qu'on fait 1,5 million de kilomètres, on arrive au point L2. C'est un point qui est stable, c'est-à-dire qu'il tourne en même temps que la Terre autour du Soleil, donc il tourne en un an. Et il a l'avantage d'être éloigné de la Terre, éloigné du Soleil, et donc d'être dans un environnement qui, en termes de lumière parasite, parce que la Terre, ça fait de la lumière parasite, et en termes de thermique, et là également la chaleur de la Terre est très gênante pour les missions astrophysiques. Le point L2 est très stable. On n'a pas de variation jour-nuit. Selon que le satellite tourne un peu à gauche ou à droite, la Terre est tellement loin que ça ne va pas changer la thermique à bord. Il faut savoir que pour des missions comme Kourou, par exemple, qui tournent autour de la Terre assez proche, à 800-900 km, une très légère variation d'angle de pointage, même si on a la Terre dans le dos, peut modifier de façon dramatique la température à l'intérieur de l'instrument. Quand je dis dramatique, ça peut être quelques dixièmes de degrés. Et ça suffit pour que l'instrument se déforme et que la précision soit plus atteinte. Donc pour des instruments de haute précision, comme Gaia et comme le James Webb Space Telescope que la NASA enverra en 2018, le point L2 devient une obligation. Merci. Florence avait une question aussi sur les objectifs un petit peu de la mission. Oui, est-ce qu'il y aura des applications pratiques des connaissances acquises avec Gaia? Alors, je peux vous citer une application pratique qui a donné lieu à Hipparcos. Alors, c'est pratique, même si ça reste dans le domaine de l'astrophysique. C'est que, à l'époque d'Hipparcos, il y avait un certain nombre de sondes, tout comme aujourd'hui, de sondes, notamment de la NASA, qui voyageaient dans le système solaire, et notamment la sonde Cassini, qui était en route vers le système de Saturne. Et on a utilisé les mesures très précises d'Hipparcos pour faire la navigation de Cassini. Donc les opérateurs au sol se sont repérés par rapport aux étoiles d'Hipparcos pour calculer la position et la trajectoire de Cassini. C'est exactement ce que faisaient les marins depuis l'Antiquité, depuis leur bateau, avec des observations à l'œil, des relevés à l'œil sur les étoiles. Ils faisaient ça avec une précision de du degré, on va dire, ou un peu moins. Là, évidemment, pour Cassini en route vers Saturne, il fallait mieux pas se tromper d'un degré, sinon on allait rater Saturne. C'est les mesures d'Hipparcos qui ont permis de faire ça. Donc on peut imaginer que la navigation des différentes sondes qu'on envoie dans le système solaire s'appuiera largement sur les mesures de Gaia. Une sorte de GPS, quoi. Oui, une sorte de GPS au-delà de l'orbite des GPS, parce que le GPS au-delà. Mathieu avait une question au sujet des astronomes. Tout à fait. J'aurais voulu savoir quels vont être les impacts en fait des observations, des découvertes faites par Gaia au niveau des astronomes amateurs, et éventuellement du grand public. Bonne question.
Alors, au niveau des astronomes amateurs, je suis pas sûr que, a priori comme ça, c'est pas évident qu'il y a un impact très fort parce que ce que va faire Gaïa par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est aller beaucoup plus loin, donc observer des étoiles beaucoup plus lointaines, beaucoup plus faibles, et en plus localiser les étoiles qu'on connaît déjà bien, donc qui sont plus proches, avec plus de précision. Mais quand je dis plus de précision, ça veut dire qu'on va passer du millième d'arc seconde, hein, donc c'est le millionième de degré, à 100 fois mieux. Mais pour un astronome amateur qui se repère sur des étoiles pour pointer son télescope, passer du millième de seconde d'arc au millionième de seconde d'arc, je suis pas sûr. Le champ de vue de l'instrument, de toute façon, est assez grand, donc c'est pas. Bon. Par contre, alors au niveau du grand public, on a parlé tout à l'heure de la vidéo 3D dans la galaxie. Il y a énormément, je pense, d'outreach, notamment vers les jeunes, extrêmement sympa à faire. Alors évidemment, ça ne va pas changer la vie des gens au jour le jour, hein, c'est comme toujours en astro. Mais en revanche, il y a des choses extrêmement spectaculaires à montrer. Je crois qu'il existe déjà des vidéos proposant une immersion en 3D dans la galaxie, mais basée sur des données simulées. Là, on aura la vraie galaxie. Je pense qu'on pourra même combiner ça avec des données de type Planck-Herschel, qui, eux, ont plutôt cartographié les nuages de matière interstellaire, et on pourra vraiment aller se balader dans la galaxie, faire une visite virtuelle. D'accord, merci. Alors, Loïc, sur Twitter, il y avait une question qui est passée il y a quelques temps qu'on ne t'a pas posée. Oui, tout à fait. Il y avait une question sur le nombre d'exoplanètes que l'on espère découvrir. Est-ce qu'il y a des exoplanètes qu'on va valider, entre guillemets, et d'autres qu'on va écarter, ou alors on va vraiment avoir un nombre extraordinaire de découvertes grâce à Gaïa? Alors en termes de nombre, on va vraiment faire exploser les chiffres, même s'ils auront pas mal augmenté d'ici là. Puisque là aujourd'hui on est à un peu moins de 1000 exoplanètes confirmées. Avec Gaïa, on en espère plusieurs milliers, peut-être même entre 10 et 20 000. Il faut savoir que c'est quand même des planètes massives. Hein, on n'arrivera pas à détecter les petites. Donc quand je dis massive, c'est à peu près à partir de la taille de Jupiter et au-delà. Donc ça c'est le premier point. Donc ça va être très important au niveau statistique, puisque ce qui caractérise la science des exoplanètes, qui est une science assez récente, c'est qu'à chaque nouvelle découverte, on est bon pour mettre la théorie d'avant à la poubelle. On avait une belle théorie de création des systèmes, étoiles-planètes, qu'on avait élaboré d'après notre propre système, hein, avec des petites planètes rocheuses au plus près de l'étoile, et puis des grandes planètes gazeuses plus éloignées. Alors on avait fait toute une théorie qui expliquait très bien ça. Patatras, ces premières exoplanètes qu'on a découvertes, il y avait des géantes gazeuses type Jupiter, mais très très près de leur étoile, dont on se demande quand même encore un petit peu comment elles ont pu arriver là. Donc le fait d'avoir beaucoup plus de statistiques, beaucoup plus de systèmes étoiles-planètes, pour lesquels on va avoir en partie au moins les caractéristiques, hein, distance à l'étoile, masse, ça va nous permettre d'affermir nos théories et de se dire de peut-être trouver un mécanisme un petit peu universel, parce que pour l'instant on n'a quand même pas vraiment de mécanisme universel qui explique tous les cas qu'on voit. Donc ça c'est pour l'aspect statistique. Confirmer les planètes existantes, je ne pense pas, puisque aujourd'hui les planètes qu'on peut confirmer, on le fait avec des gros spectrographes très puissants au sol. Et Gaïa aura un spectrographe. Et là, on a des mesures qui sont très précises également. Simplement, ces spectrographes, ils sont limités à des étoiles brillantes, donc relativement proches, alors que Gaïa va étendre cette recherche beaucoup plus loin dans la galaxie. Alors ça, c'est un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même sondé des parties assez limitées de la galaxie au niveau exoplanète, et on ne sait quand même pas trop répondre à la question qui est intéressante, de savoir est-ce qu'il y en a à peu près partout dans la galaxie, ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a moins d'exoplanètes, parce que la galaxie est assez inhomogène quand même, hein. En termes d'étoiles, il y a des groupes d'étoiles jeunes, des groupes d'étoiles âgées, il y a des endroits où il y en a très peu.
est-ce que pour les exoplanètes, c'est uniformément réparti ou pas? Et là, Gaïa va nous donner un aperçu global, puisque ça va être une couverture complète. Et on va bien voir s'il y a des endroits où on en détecte plus qu'à d'autres. Merci Olivier. Mathieu avait deux questions sur les objectifs scientifiques encore. Oui, alors, donc il s'agit de regarder les étoiles bouger dans la Voie lactée, environ 1 milliard si j'ai bien compris. Et je voudrais savoir si ces observations-là vont nous permettre de mieux estimer le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. On a toujours une fourchette qui tourne autour des 250 milliards à peu près. Et je voudrais savoir si la mission de Gaïa va pouvoir permettre d'affiner ces chiffres-là. Et ensuite de ça, j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu sur les objectifs scientifiques et savoir quels sont les plus évidents pour Gaïa et qu'on les hiérarchise un petit peu parce qu'apparemment, elle en a beaucoup. D'accord. Alors la première question, oui. Les estimations qui sont faites aujourd'hui, quand on dit 1,5 milliard, 1 milliard et demi d'étoiles qui vont être localisées par Gaïa, elles sont justement basées sur ces 250 milliards d'étoiles de la galaxie, dont on estime que compte tenu de la sensibilité de Gaïa, de la répartition d'étoiles entre les brillantes et les pas brillantes, et donc de la distance finalement maximale à laquelle Gaïa va pouvoir sonder, on arrive à ce chiffre d'1 milliard, 1,5 milliard. Donc si on en trouve beaucoup moins ou beaucoup plus, on pourra extrapoler et corriger le 200 milliards. On ne s'attend quand même pas à se tromper d'un facteur 2 ou plus. Et après, concernant la hiérarchie sur les objectifs de la mission, l'évolution galactique, c'est vraiment la première idée, et les scientifiques qui ont proposé la mission, à la base, ce sont des scientifiques qui s'intéressent à l'histoire de la galaxie, comment elle a évolué et comment elle va évoluer. Donc c'est quand même vraiment l'archéologie galactique et de la futurologie de la galaxie, l'objectif premier. Après, il y a un objectif qui est quand même important, qui n'est pas forcément très visible, qui a été pourtant très spectaculaire sur Hipparcos, c'est de recaler les systèmes de référence en astronomie. C'est-à-dire que quand on a besoin de pointer les télescopes, de repérer des étoiles et de s'échanger leurs coordonnées, de mesurer les positions des galaxies les unes par rapport aux autres, on utilise des systèmes de référence. On dit, bon, ben, l'axe X il est par là, l'axe Y il est par là. Et selon la précision avec laquelle on peut définir ces axes par rapport aux astres existants, parce qu'il faut bien les accrocher à des astres existants. Alors quand je dis des astres, ce n'est pas des étoiles de la galaxie, elles bougent beaucoup trop, c'est plutôt des quasars, donc des galaxies très lumineuses, très lointaines, qui sont très stables. Et ça, comme on va également mesurer la position de ces galaxies lointaines, lumineuses, là, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers, on va également définir avec beaucoup plus de précision ce référentiel. Et donc toute l'astronomie qui de base projette ses coordonnées dans ce système va pouvoir bénéficier de précisions bien meilleures. Et quand on parlait tout à l'heure de mesures de déflexion lumineuse des rayons, les galaxies se dévient la lumière les unes des autres selon si elles sont sur la ligne de visée, on va également pouvoir faire des mesures beaucoup plus précises grâce à ça. Et sur Hipparcos, par exemple, on a ainsi levé certains mystères qu'on n'arrivait pas à expliquer. Je prends par exemple l'exemple d'une supernova qui avait explosé des dizaines d'années avant. Je crois que c'était au XVIIe siècle. Donc une supernova, ça explose et puis ça s'étend en une bulle de gaz qui est bien visible notamment en rayons X et aussi en radio. Or, sur cette supernova, quand on calculait le centre de cette boule de gaz qui s'étend, c'est une sphère, on avait un décalage selon qu'on mesurait en radio, avec donc les télescopes radio, ou en rayons X ou en visible. Et on ne comprenait pas pourquoi, parce que ça pouvait être très important, ça voulait dire qu'on se trompait peut-être sur le mécanisme qui avait fait cette boule de gaz, que peut-être c'était pas une supernova, etc. Et en fait, Hipparcos a montré que le système de référence optique qu'on utilisait était erroné. Alors, on parle de millièmes d'arc seconde, mais ça suffisait à générer un doute. Et donc, en recalant les systèmes de référence, il a montré qu'en fait, les centres étaient bien confondus. Et ce genre pour faire de la physique fine, comme ça, sur des objets lointains, on va avoir besoin de ce recalage. Je dirais que ça, c'est un deuxième objectif qui est très important. Après,
Après, pour les autres, finalement, je dirais, ça va un petit peu dépendre de l'engouement des scientifiques pour traiter les données. Il va y avoir une telle quantité de données. On dit souvent que Gaïa, ça va occuper la communauté mondiale pendant 20 ans. Une telle quantité de données qu'il y a sans doute des données, on parlait des astéroïdes, etc., qui peuvent très bien rester archivées pendant des années tant qu'il n'y a pas une équipe de scientifiques qui s'y colle et qui commence à faire des interprétations. Et là, selon le nombre de scientifiques qui se pencheront sur ces données, on aura des résultats qui seront finalement plus visibles que les autres ou pas. D'accord, merci. Vu qu'on me pose beaucoup de questions sur les données, je vais, avant de ça, demander, parce que je pense pas qu'on l'a dit, à quelle distance seront les étoiles que Gaïa va mesurer? Est-ce qu'on se rapproche du bulbe galactique? Est-ce qu'on est vraiment dans notre zone? Et est-ce que ça va nous permettre, par exemple, de tester le modèle standard? Est-ce qu'il y a des théoriciens qui attendent au tournant ces résultats? Alors effectivement, on va sonder à peu près une bonne moitié de la galaxie. Les étoiles les plus lointaines qu'on va observer sont à peu près 50 000 années-lumière, donc c'est la moitié du diamètre de la galaxie. Alors le modèle standard, quand tu parles du modèle standard, c'est le Big Bang, la théorie du Big Bang. Oui. Et puis si la gravité, si sur la gravité on peut faire des mesures fines avec Gaïa, histoire de tester comment se comporte la matière, et puis en fait quid de la matière noire et ce genre de choses, comment les masses se comportent dans la galaxie. Voilà, alors pour ce qui est du modèle standard du Big Bang, je dirais pas immédiatement. Il y aura quand même un effet sur la répartition des objets dans l'univers, puisqu'on va aussi observer énormément de galaxies. Par contre, effectivement, au sein de la galaxie, donc la théorie prévoit qu'il y a de la matière noire, ce qui permet d'expliquer finalement que les étoiles qui tournent autour de la galaxie ne se dispersent pas aux quatre vents à cause de la force centrifuge. Donc, ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de matière noire dans la galaxie. Et effectivement, comme on va mesurer la trajectoire des étoiles, leur vitesse, avec une grande précision, on espère cartographier la matière noire qu'il faut rajouter à la matière visible pour expliquer ces trajectoires. Parce que ce qu'on a déjà constaté, c'est que si on se contente de calculer la masse présente dans la galaxie en regardant toutes les étoiles et les nuages et en disant, bon ben voilà, on sait par d'autres mesures, d'autres moyens, mesurer la masse de ces étoiles et de ces nuages, ça ne suffit pas, ça ne permet pas d'expliquer la trajectoire des étoiles, d'où la présence de matière noire. Donc là, oui, il y a des théoriciens, effectivement, qui sont en attente de ces mesures. Parce que avec Hipparcos, le problème, c'est qu'on n'est pas allé très loin. On est allé beaucoup moins loin en distance. Et là, on va dépasser le bulbe galactique, on va dépasser le centre de la galaxie. On va voir au-delà. Alors, je vous partage ce dessin qu'on doit gentiment à Plantu, qui a fait ce dessin pour la Nuit des Étoiles, qui était dédié à Gaïa cette année, voilà. Et j'en profite pendant que vous profitez de ce joli dessin pour redonner la parole à Loïc, qui avait une question de Twitter encore sur, je crois, sur les distances, avant qu'on passe à un chapitre important, parce qu'on a beaucoup de questions sur les données de Gaïa. Donc une dernière question peut-être sur l'observation du ciel. Oui, sur un peu la méthode d'observation de Gaïa. Est-ce que ça sera un relevé systématique du ciel en entier, ou alors il y aura des zones vraiment précises qui seront observées? Voilà un petit peu. Et puis jusqu'à où on va pouvoir observer, ça revient beaucoup aussi dans les questions. Jusqu'à où on espère observer. Alors oui, ça va être un relevé exhaustif, et ça va même être plusieurs dizaines de relevés exhaustifs, je disais entre 60 et 100 relevés successifs. Je vous ai dit que Gaïa était au point L2, donc si vous tracez la droite Soleil-Terre et que vous prolongez au-delà de la Terre 1,5 million de kilomètres, Gaïa sera là. Il sera le dos au Soleil, avec des pare-soleils qui se déploient en orbite pour bien protéger de la chaleur et de la lumière. Et il a des télescopes, vous savez pas, mais il a deux télescopes qui pointent avec un angle de 106 degrés l'un par rapport à l'autre. Et Gaïa va tourner en permanence. Ne me demandez pas à quelle vitesse, je ne m'en souviens plus. Il tourne assez lentement, mais il tourne sur lui-même.
Donc vous imaginez cette droite Soleil-Terre avec au bout Gaïa qui est une sorte de cylindre qui tourne. Les télescopes sont sur les côtés, donc on observe sur les côtés. Et cette droite Terre-Soleil, elle tourne évidemment, hein, elle fait un tour pendant une année. Donc vous voyez que Gaïa tourne sur lui-même et l'axe de Gaïa, tout au long de l'année, fait un tour complet. Donc vous imaginez bien que le pinceau observé par Gaïa sur le ciel, c'est exactement comme Planck. Si vous avez vu des vidéos sur Planck, on balaye en permanence des disques sur le ciel et on fait tourner tout ça. Et au bout en moins d'un an, hein, comme on observe à la fois à droite et à gauche, à peu près au bout de 6 mois, on a couvert complètement le ciel. Donc on a relevé toutes les positions de tout ce que Gaïa peut voir, et on recommence. Et ça pendant 5 ans. Vous faites le calcul, ça fait à peu près ça fait une dizaine de relevés. Et comme en fait on voit les étoiles plusieurs fois au cours d'une année, parce qu'on les voit une fois en montant, une fois en descendant, il y a certaines zones du ciel qu'on voit beaucoup plus souvent que d'autres, au final ça fait qu'on revoit des étoiles plusieurs dizaines de fois. Et c'est ça qui permet de calculer ce qu'on appelle leur mouvement propre. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le déplacement des étoiles est significatif. Donc on va pouvoir voir le déplacement et donc leur vitesse sur le ciel. Par un autre moyen, on mesure également leur vitesse radiale, c'est-à-dire par rapport à nous, leur vitesse d'éloignement ou de rapprochement. Donc au final, on a la vitesse en 3D. Et il y avait une question sur jusqu'où Gaïa va observer. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous, le système solaire, on est à peu près à la moitié de la distance entre la Terre et entre le centre de la galaxie et la périphérie. On est dans la banlieue, la banlieue de la galaxie. Et Gaïa va observer, donc on est à 25. Donc imaginez, le centre, le rayon de la galaxie, c'est 50 000 années-lumière, à peu près. Nous, on est à 27 000, vous voyez, au milieu. Et Gaïa va observer également à 50 000 des deux côtés. Donc vous voyez qu'il va dépasser largement le centre de la galaxie. Donc on va voir la banlieue de l'autre côté. Bon, évidemment, dans la banlieue de l'autre côté, on verra que les étoiles les plus brillantes. Plus on s'éloigne, et plus les étoiles faibles vont nous échapper. Au total, ça fait 1,3 milliard. Ouais, il y a de quoi faire. Merci. Alors, je vous propose qu'on ouvre un autre chapitre sur les données, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Isabelle voulait démarrer. Si je peux me permettre, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à la réponse précédente. En principe, d'après ce que j'en sais, Gaïa devrait observer à peu près 80 fois la même partie du système solaire, au final. Donc les étoiles seront vues 80 fois, donc vraiment déterminer leur position les unes par rapport aux autres. Oui. Sinon, donc ma question c'est par rapport aux données. Donc le tir est prévu fin novembre. On croise les doigts pour que ça aille jusque-là. Il y a une recette en vol. À partir de quand, en fait, les données seront accessibles aux scientifiques? Comment ça se met en place? Est-ce qu'il y a une base de données accessible en ligne? Il faut aller sur des serveurs, ce genre de choses. Oui, alors tout ça, c'est programmé, je dirais, presque au jour près. Donc il y a effectivement toute une série d'opérations de recettes en vol qui durent à peu près jusqu'à fin avril. Jusqu'à fin avril, on fait des calibrations. Donc Gaïa commence à faire ses relevés, mais ces relevés sont utilisés pour calibrer l'instrument. C'est vérifier que les alignements n'ont pas trop changé par rapport au sol, etc. À Gaïa, il y a 2 télescopes, une dizaine de miroirs secondaires, c'est assez compliqué. Donc on vérifie tout ça. À partir de mai, on commence ce qu'on appelle le cycle 0, donc les premiers 6 mois, qui font un relevé complet du ciel. Tous les 6 mois, le système de traitement au sol, qui est un système très complexe, avec 7 supercalculateurs répartis sur l'Europe, dont un au CNES, tous les 6 mois, le système traite l'ensemble de ces données. Ça fait énormément d'équations avec beaucoup d'inconnus, des positions, des vitesses des étoiles. Il y a également la luminosité qui est mesurée. Et produit un premier catalogue. Et puis, de 6 mois en 6 mois, on recommence tout le traitement depuis le début et on améliore évidemment à chaque fois la précision. Au final, en 2021, on livre à l'ESA qui rend public sur son site un catalogue avec toutes les positions, vitesses, etc. Mais évidemment, l'ESA a dit c'est quand même dommage d'attendre tout ce temps pour pouvoir en profiter. Donc il y a un catalogue de livraison dit intermédiaire. Et la première a lieu 22 mois après le lancement. Donc le lancement était en novembre, ça devrait arriver vers la mi-2015, si je compte bien. Voilà, la fin de l'été 2015. Il y a une première livraison.
qui comporte un ensemble limité d'étoiles, où il n'y a pas encore tous les paramètres. Et puis après, il y a à peu près tous les ans, en gros, une livraison supplémentaire, et à chaque fois, on enrichit le catalogue. Alors, quand on dit une livraison, c'est-à-dire que le consortium scientifique qui est en charge de traiter toutes ces données sur ces supercalculateurs délivre à l'ESA les fichiers de ces catalogues, et l'ESA l'archive et le met à disposition. L'agence a un portail spécifique, et tous les scientifiques du monde entier peuvent se connecter et télécharger les données. Ok, Mathieu? Oui, alors on parle de données, mais j'aimerais bien savoir les quantités de données qui vont transiter. Je crois savoir que c'est une première historique. Il n'y a jamais eu autant de données récoltées par un projet en astronomie. C'est phénoménal. Et j'aimerais bien savoir s'il y a une démarche de science citoyenne qui est possible ou prévue. Est-ce qu'à l'instar de Galaxy Zoo, le grand public pourra intervenir sur les données et puis aider à leur traitement. Est-ce que l'œil humain peut remplacer l'algorithme ou le substituer vu que certaines choses sont impossibles à faire par les algorithmes? Alors, oui, pour la première question, effectivement, c'est la première fois en astro qu'on a un tel volume de données et une telle complexité, parce que il faut avoir mesuré tous les écarts d'angle d'étoiles 2 à 2 plusieurs fois et traiter tout ça en même temps. Il faut résoudre un système avec des millions d'équations, des centaines de millions d'équations avec encore plus d'inconnus, et d'où la complexité. Et alors, en ce qui concerne la démarche citoyenne et l'aide des citoyens, moi je pense qu'il y a beaucoup à faire sur Gaïa. Je pense qu'on est à la traîne en Europe là-dessus. Et sur Gaïa en particulier, ce sera tout à fait éligible, parce qu'il y a un des aspects qui est particulièrement compliqué sur Gaïa, c'est que le ciel, c'est pas que des belles étoiles ponctuelles. Il y a des galaxies qui sont pas trop éloignées, qui vont apparaître sous forme de taches, qui ne forment pas un point. Il y a des astéroïdes qui vont également peut-être avoir des formes bizarres, comme ils ont une trajectoire, avoir un signalement un peu bizarre dans les données. C'est identifié, ça au sein de Gaïa, ça s'appelle les objets singuliers. Et il y a une des chaînes de traitement dans le système de traitement au sol qui est chargée au départ de filtrer ça, d'identifier tout ce qui est objet un peu bizarre et de les mettre de côté pour une chaîne de traitement qui va classifier ça selon le type, etc. Tout ça, ça doit être fait de façon automatique parce que c'est des millions d'objets. C'est compliqué, et ce qui est très compliqué, c'est de mettre en place des algos automatiques qui marchent à tous les coups, et d'être sûr qu'ils ne vont pas se tromper, envoyer des objets dans la mauvaise catégorie, etc. Et typiquement, je pense que sur cette classification des objets, on pourrait tout à fait imaginer mettre en place ce genre de système et doubler, si vous voulez, le fonctionnement des algorithmes par un screening visuel de centaines de milliers de citoyens. Et en croisant les deux, c'est ce que la NASA a déjà montré, c'est en croisant les deux démarches, on améliore grandement finalement la précision du tri. Bon, ça, il faut y réfléchir. Alors, à la question, est-ce que c'est prévu? Je crois pas. Mais je pense qu'il faudrait le faire. J'espère que vous n'êtes pas le seul. Je ferai en sorte de ne pas être le seul. Ça va être convaincant. Est-ce que quelqu'un avait une autre question encore sur les données? Sinon, on avait une question de Twitter qui était sur un autre thème, mais c'est pas grave. Loïc? Oui, un sujet d'actualité sur les sondes Voyager. Est-ce que Gaïa pourra observer ces sondes? Est-ce que c'est prévu? D'observer les sondes? Oui. Ah non, elles seront trop faibles. Elles sont toutes petites et à cette distance, trop faibles pour Gaïa. Pour la prochaine mission, alors? Peut-être. Moi, j'avais une petite question pour Olivier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est la première fois au CNES que j'entends parler de Big Data.
Et c'est vrai, je ne sais pas si tu as donné le chiffre du volume de données qui sera à traiter, mais en tout cas, je trouverais que c'est peut-être intéressant que tu nous en dises un petit peu plus sur les moyens qui ont dû être mis en œuvre pour pouvoir répondre à recevoir toutes ces quantités de données, les traiter, etc. C'est clair que c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on a mis en place comme moyens techniques? Voilà, là, peut-être qu'il y a des gens parmi vous, parmi les gens qui participent, qui connaissent mieux que moi le sujet, mais effectivement, la nouveauté, ça venait surtout de ce volume. Hein, je crois que c'est plusieurs téraoctets en fin de mission. Et le problème, c'est c'est pas seulement le volume, hein, c'est que quand on traite toutes ces données, on produit des paramètres intermédiaires, hein, on calcule des variables intermédiaires qui sont encore beaucoup plus nombreuses que les données mesurées et qu'il faut manipuler en mémoire vive, quoi. Et donc, il a fallu mettre en place un système qui atteindra 6000 cœurs de calcul, hein, l'équivalent de 6000 PC à peu près, pour pouvoir assurer ce traitement à la volée. Parce que le problème, c'est qu'il faut arriver à traiter un jour en un jour. Parce que sinon, on va mettre des dizaines d'années à produire le catalogue final. Donc on ne veut pas prendre de retard. Et puis en plus, il y a un autre aspect, c'est qu'on veut quand même contrôler au fur et à mesure les performances de l'instrument et vérifier que ça ne se dégrade pas ou apporter des corrections complémentaires. Donc il est indispensable de traiter un jour l'équivalent d'un jour en un jour, d'où la puissance de calcul. Et puis l'autre chose, c'est que pour manipuler ces fichiers, ces données, on était parti au départ au CNES sur un concept type Oracle avec base de données. Et en fait, on s'est aperçu en cours de projet qu'on explosait finalement les capacités, les performances permises par ce type de base qui ne pas adaptées à ça. Donc on est passé à une technologie type Hadoop, que je ne connais pas bien, mais qui est justement le genre de système utilisé par les serveurs type Facebook, etc., qui doivent manipuler également de gros volumes de données, et puis un parallèle avec un système comme Facebook, parce que là aussi on manipule des données attachées à des centaines de millions. Là, Facebook, c'est d'individus, hein, l'âge, le nom, caractéristiques, et les étoiles, c'est la température, la masse, l'âge, la position, la vitesse. Donc il y a un parallèle, et finalement, ce genre de technologie qui est utilisée. Alors pour les plus geeks d'entre vous, sachez qu'on a prévu d'organiser un hangout dans un mois à peu près sur cette question un peu plus technologique et sur la question des données et des problématiques que ça soulève. Donc voilà, on sera certainement amené à en reparler. En attendant, pour revenir sur des aspects un petit peu techno aussi, Loïc avait une question de Twitter. Oui, sur est-ce qu'on utilise, je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais est-ce qu'on utiliserait une grille de calcul Swank pour le traitement des données? Je ne suis pas sûre qu'on t'ait compris, Loïc. Il faut que tu redises ta question. Est-ce qu'on utilisera une grille de calcul type Swank? Voilà, une question d'un internaute. Ou alors ça sera fait totalement en interne? Alors là, je renvoie au prochain hangout avec les spécialistes, mais je pense que on a mis en place des algorithmes complètement novateurs, parce que on s'en sortait pas avec les systèmes existants. Mais ce sera à vérifier. D'accord, merci. On en reparlera. Donc Florence, une question. Oui, est-ce que Gaia va embarquer des technologies complètement nouvelles? Oui, tout à fait. Alors, technologie et concept, je dirais. Par exemple, Gaia a un champ de vue assez large, hein, de l'ordre du degré, pour avoir un gros pinceau sur le ciel. Pour obtenir un grand champ de vue, il faut un grand plan focal. C'est-à-dire que le détecteur qu'il y a dans nos smartphones pour faire des photos, je ne connais pas sa taille, mais c'est sans doute de l'ordre du millimètre, quelque chose comme ça. Sur Gaia, ça fait 1 mètre. Donc, on a aligné des détecteurs CCD comparables à ceux qu'on a dans nos appareils photo, mais qui sont robustifiés pour résister à l'espace, sur 1 mètre. Donc c'est 1 mètre de long et 40 cm de large. Donc c'est le plus grand plan focal jamais envoyé dans l'espace. C'est des CCD qui ne sont pas ultra novateurs, puisqu'on les a déjà on utilise déjà ce type de détecteur depuis longtemps en astronomie. Mais le fait de les aligner sur une
une plaque complètement stable qui ne se déforme pas, c'est nouveau. L'autre nouveauté, c'est que, comme je disais, ce plan focal et les télescopes, c'est-à-dire toutes les optiques intermédiaires, doivent garder un alignement parfait. Et c'était, parce que là, on parle de précision d'un cheveu à 1000 km. Hein, la moindre déformation est rédhibitoire. Et pour ça, l'ensemble télescope, plan focal, toute la structure qui tient tout ça, qui fait quand même quelque chose comme 3 mètres ou plus de diamètre, hein, sur 1 ou 2 mètres de haut, tout cet ensemble est construit dans une seule matière, la même matière, et c'est du carbure de silicium. Alors, carbure de silicium, on sait depuis longtemps que c'est un matériau très stable, qui ne se déforme pas thermoélastiquement. Simplement, on l'utilisait pour l'instant simplement pour quelques barres, ou par exemple le télescope d'Herschel, qui était entièrement en carbure de silicium. Donc quand je dis télescope, c'est-à-dire le miroir primaire. Mais le reste n'était pas en carbure de silicium. Et on était beaucoup plus à l'aise pour boulonner, coller, etc., avec de l'aluminium, du nid d'abeille, etc. Là, c'était plus possible, parce que ces matériaux ne sont pas assez stables. Donc il a fallu tout faire en carbure de silicium, et on ne savait pas assembler si vous voulez, faire des châteaux de cartes comme ça, complexes, avec du carbure de silicium. C'est une matière qui se travaille sous forme de poudre. On fait une sorte de moulage qu'on passe au four, un peu comme des émaux. On le passe au four. On a un résultat qui n'est pas forcément tout à fait ce qu'on avait prévu. C'est un matériau qui n'est pas évident. Il y a très peu de gens au monde qui savent manipuler cette techno. Et Astrium à Toulouse, ADS Astrium, avec un sous-traitant qui s'appelle Boostech, qui sont un des rares à maîtriser ça, ont dû développer des moyens d'assembler ça, faire des systèmes de brasure qui n'existaient pas pour assembler tous ces morceaux entre eux. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand les premiers morceaux ont été assemblés avec cette technique de brasure, il y avait à peu près autant de suspense et d'angoisse dans les équipes à l'ESA et chez Astrium qu'au moment d'un lancement. Alors que si ça ne marchait pas, c'était très mal. Très mal. Mathieu. Moi, je pourrais rajouter juste, il y a aussi au niveau de l'antenne pour l'envoi des données sur Terre qui est aussi très particulière. C'est une antenne omnidirectionnelle et elle envoie des gigabits par tout le temps, quoi. Tout à fait. Mathieu. Oui, tout à fait. Moi, je voulais rebondir sur la suite. En fait, comment voyez-vous l'après Gaïa? Vers quoi pourraient se diriger les futures recherches en astrométrie? Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer dans un avenir relativement proche un successeur qui peut faire le même travail sur la totalité du ciel observable? Pour l'instant, il n'y a pas... Alors, sur les missions de type Gaïa qui relèvent tout le ciel observable, il n'y a, à ma connaissance, pas encore vraiment d'idée pour aller plus loin. Alors, évidemment, on peut imaginer de faire un petit peu mieux Gaïa avec les technos qu'on aura, de faire encore un peu plus précis, mais vraiment pour gagner encore un facteur 10 ou un facteur 100, on ne voit pas aujourd'hui pour l'instant se dégager une piste. En revanche, il y a des idées pour faire ces mesures de position avec beaucoup plus de précision, mais pas sur tout le ciel. Sur un certain nombre d'objets intéressants qu'on aura identifiés et qu'on voudra regarder de près. Et typiquement pour les exoplanètes. Je vous ai dit qu'on pouvait détecter les exoplanètes en voyant le mouvement, le déplacement induit sur l'étoile, et qu'avec Gaïa, on se limitait aux Jupiter, aux planètes massives type Jupiter. Il y a des gens qui réfléchissent à des projets futurs qui observeront des étoiles, par exemple des étoiles proches de nous, mais avec un système d'astrométrie beaucoup plus fin, capable de détecter des planètes de type Terre. Et là, ce sera intéressant parce qu'on détecterait des planètes de type Terre autour d'étoiles proches, donc sur laquelle on pourrait espérer braquer des télescopes très puissants, type JWST ou ELT futur, qui seraient capables, en masquant l'étoile centrale, d'observer, cette fois-ci en direct, la planète. Parce que le problème des exoplanètes, c'est que avant de pointer les super télescopes type JWST, ELT, etc., il faut savoir où les pointer. Dans des télescopes qui auront des tout petits champs de vue. Donc il faut d'abord détecter les étoiles intéressantes. Et donc il y a des idées pour l'après-Gaïa de systèmes de mesure de position d'étoiles qui feraient une fraction de micro-arc seconde. Avec Gaïa, on descend jusqu'à à peu près 10 micro-arc secondes au mieux.
Là, il y a des projets pour faire moins qu'une arc seconde, hein, typiquement un dixième, voire quelques centièmes de seconde d'arc. Ok. D'accord. Malheureusement, il est presque 21h et il va falloir qu'on se quitte. Florence avait une question qui Personnel. était parfaite, un peu plus personnelle pour conclure. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dont vous voudriez absolument avoir la réponse et à laquelle pourrait répondre Gaïa? Oui, moi je pense qu'il y a quand même il y a une énigme qui est un petit peu perturbante, c'est la matière noire dans la galaxie. Ouais. Euh, il y a quand même des gens, même parmi les astrophysiciens, mais surtout même dans le grand public, qui se disent c'est quand même bien commode pour conserver nos lois de la gravitation. Quand ça ne marche pas, on dit bah, c'est parce qu'il y a de la masse, mais on ne la voit pas. Donc effectivement, si on pouvait trancher le fait qu'il y a effectivement de la matière, même si on ne sait pas encore de quoi elle est constituée, mais discriminer entre ça ou finalement intégrer dans nos équations, et c'est pas les bonnes. Et ça intéresse même non seulement la galaxie, mais l'univers tout entier. Je pense que là, moi, je serais content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il va falloir revenir sur Terre. Merci Olivier d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Merci évidemment à tous nos blogueurs qui ont passé cette heure avec nous. Merci à Loïc qui s'est fait l'écho de la twittosphère pour le CNRS INSU. Et puis évidemment, merci à tous les internautes qui nous ont suivis et puis qui ont interagi. Alors, c'était donc le premier Hangout sur Gaïa. Donc, on a plutôt parlé de science aujourd'hui. Mais on vous en prépare d'autres, donc comme je vous le disais. Vous pouvez déjà noter la date du 6 novembre où nous allons rencontrer MSI. Qui a un rôle crucial, non pas dans la mission Gaïa, mais dans la campagne de lancement à Kourou, puisque c'est la DDO, la directrice des opérations. Donc environ 15 jours après le décollage, vous aurez la possibilité de lui poser toutes vos questions. Et puis donc, nous avons dans l'idée d'organiser une rencontre autour de cette fameuse question des big data, et je pense qu'on va avoir des internautes particulièrement intéressés sur ce sujet. Voilà pour le programme. En attendant, vous pouvez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre page Google+, dès maintenant. Alors, bonsoir à tous, merci et surtout, restez connectés.